guerre pour terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Chers amis, chers camarades, sur l'antimilitarisme et la libre pensée. Donc, je partirai sur un questionnement sur à la fois qu'est-ce que la guerre et le fait d'essayer de comprendre la guerre, parce que ça va donner toute la place, je pense, de la libre pensée, justement en 1914. La société bourgeoise a beau, par la guerre, essayer de dépasser ses propres contradictions, elle ne fait en fait qu'accélérer sa propre destruction. La guerre est d'abord la destruction des rapports sociaux et l'annihilation des différents acteurs qui les constituent, et je pense que Jean-Marc a bien expliqué cela tout à l'heure. Au premier plan de ces acteurs, les syndicats, les partis, les associations démocratiques. Et la libre pensée, la plus vieille association de France, n'a pas échappé à cette logique. Ainsi, en 1918, Léon Prouveau, secrétaire de la libre pensée raphaéloise, écrit « La guerre a détruit en grande partie l'organisation de la libre pensée. Les membres de nos groupes sont disséminés de tous les côtés. Après la guerre, il sera utile d'organiser un congrès international comme celui de septembre 1905 à Paris. Les forces libre-penseuses devront être constituées pour lutter efficacement contre les dogmes qui entravent le développement de l'humanité. » La libre pensée, qui a permis la séparation des églises et de l'État, s'est retrouvée en fait confrontée à l'union nationale, au recul des organisations ouvrières. La libre pensée s'est en fait trouvée politiquement désarmée et dépassée. Alors qu'elle était la gardienne de la loi de séparation des églises et de l'État, cette question ne semble plus au centre des préoccupations. C'est là où le cléricalisme ressort. Et par effet de boomerang, c'est là aussi où l'anticléricalisme va aussi reprendre force et vigueur dans les tranchées. Comment s'est construit l'antimilitarisme dans la libre pensée? Quels sont les apports du mouvement antimilitariste à la libre pensée? Face à une situation inédite, il y a toujours des attitudes nouvelles. La place de la libre pensée, le développement de son antimilitarisme va se construire tout au long du conflit. Une association qui se bat contre les dogmes est normalement aux avant-postes de la lutte contre la guerre. D'autant plus si les tenants du dogme cherchent à revenir au pouvoir, s'appuyant sur le caractère exceptionnel qu'est la guerre. Chacun comprend aisément qu'une situation d'exception peut faire basculer toutes les libertés, tous les rapports politiques et sociaux. Et nous n'y échappons pas aujourd'hui. C'est donc par le prisme de quelques libres penseurs que la réflexion, puis le combat antimilitariste se dessinera. À leur décharge, dans un pays où la censure, les droits les plus élémentaires sont bafoués, où les hommes sont fusillés parce qu'il faut avancer, nul ne s'étonnera de la chape de plomb sur la libre pensée. Il nous revient pourtant de nous étonner de découvrir ces voix qui, au-dessus de la fumée des combats, apportèrent la lumière et la raison. Le courage ne tient parfois qu'à cela. Cette construction se fera d'abord à travers la lutte contre le cléricalisme d'avant-guerre, comme une graine que l'on plante et dont on ne voit pas encore les fruits. Militarisme et cléricalisme, deux mamelles du capitalisme. Pour l'universitaire Marc Angenot, le militarisme, mot attesté dès le Second Empire, est calqué sur le cléricalisme dans les cas désignant la prépondérance d'une caste, et, je cite, « un terme qui s'est répandu dans toute la gauche républicaine pendant l'affaire Dreyfus. Il a désigné pour le bourgeois Dreyfusard, l'arrogance et les manœuvres de la caste militaire contre la France républicaine, les plans ourdis par les officiers réactionnaires en cheville avec les ligues nationalistes contre la démocratie et le droit. Pour le militant socialiste, au contraire, même s'il fut Dreyfusard, le militarisme est bien plus et autre chose. Il est l'essence du régime capitaliste, il en est le visage répressif et l'exacerbation des luttes sociales qui met au début du XXe siècle ce rôle contre-révolutionnaire de mieux en mieux en lumière. » Fin de citation. Si l'affaire Dreyfus a divisé la société française, il peut apparaître juste de considérer qu'elle est une réfraction des clivages créés à partir de la Révolution française. De ces divisions, l'affaire Dreyfus prend de telles dimensions qu'elle marquera tout le personnel politique du XXe siècle. En revanche, pour notre propos, il est important d'expliquer ces jalons qui ont permis l'antimilitarisme
d'être une des 4 colonnes du temple de la raison. Après les mots, les actes. Notamment à travers les actes du ministre de la Marine, le radical socialiste Camille Pelletan, qui prit des décisions sous le gouvernement Combes qui irritèrent les militaires. Il prit comme décision notamment le fait que les ordres religieux soignants furent bannis des hôpitaux navals et le rite même du baptême des nouveaux navires fut abandonné. Toutes ces nouvelles mesures avaient pour objectif de marquer la marine d'une empreinte républicaine, provoquant ainsi la colère de la hiérarchie navale et des partisans de celle-ci. Fils de libre penseur, conférencier pour la libre pensée, Camille Pelletan est encore aujourd'hui honni. Honni par les militaires et par la marine. Pour preuve, le numéro d'études de marine de mars 2013 de ce fameux ministère de la Marine, qu'il dit « De 1902 à 1905, Camille Pelletan gère de façon partisane la rue royale contre les amiraux, jugés par définition rétrogrades, factieux et incompétents, en pleine course aux armements navals, alors que les tensions internationales ne cessent de s'aggraver, il ralentit la construction des cuirassés patries, pourtant votées par le Parlement, suspend les habituelles grandes manœuvres, ne convoque plus le Conseil supérieur de la Marine et soutient sans nuance le syndicalisme révolutionnaire dans les arsenaux. La lutte anticléricale a fortement marqué ainsi la hiérarchie militaire et la marine, de loin la plus élitiste, qui vit quelques amiraux démissionner pour entrer en politique contre ces fameux républicains, contre cette république de séparation des églises et de l'État. Et déjà, avant le début des affrontements, certains groupes de libres penseurs développèrent toute une panoplie de lutte contre la guerre, toute une panoplie de thèmes de lutte contre la guerre. Ainsi, le 3 et le 4 juin 1906 se tient à Lyon le Congrès de l'Est, organisé par l'Union des sociétés de libres penseurs du Rhône. Sous la présidence d'honneur du citoyen Herriot, maire de Lyon, la troisième commission de ce congrès traite de la libre pensée et le pacifisme présenté par l'Union fédérale des sociétés de libre penseurs du Rhône, le pacifisme présenté par la libre pensée du 1er arrondissement de Rhône, quelle doit être l'attitude d'un libre penseur en temps de guerre présenté par la libre pensée de Lyon, accentuation des efforts de la libre pensée vers le pacifisme présenté par la libre pensée du pont de Beauvoisin, suppression des conseils de guerre dès la rentrée des chambres présenté par la libre pensée de V et la libre pensée de Villeurbanne. Ainsi, la libre pensée s'arme intellectuellement, politiquement, contre le militarisme et pour lutter contre la guerre. En 1913, de nombreux meetings se tiennent contre la loi des 3 ans, où l'on prépare notamment la jeunesse à plonger dans l'enfer de 4 ans de guerre. Bien entendu, personne ne sait que la guerre va arriver, même si tout le monde la pressent, mais personne n'en connaît la date. Certes, les dates ne sont pas encore fixées, mais les alliances, elles, sont scellées. Alliance des gouvernements, alliance des trusts. Les ouvriers s'allient donc dans le rejet de la loi des 3 ans de service militaire. Il n'est donc pas étonnant de voir en juillet 1913 les citoyennes libres penseuses Antoinette Covin-Durand de Gros et Maria Véronne être oratrices dans un rassemblement contre cette loi inique. C'est la même Maria Véronne qui prendra le 25 mai 1913, au grand meeting du Pré Saint-Gervais avec Jaurès, devant 150 000 personnes, la parole. Et fidèle à ses engagements, Maria, après l'assassinat de Jaurès et la mobilisation générale, lancera un appel désespéré aux femmes pour s'allonger sur les voies afin d'empêcher le départ de trains de soldats vers le front. L'engagement des militants de la libre pensée, qui peuvent aussi être des syndicalistes, des anarchistes, des socialistes, des pacifistes, les amène, quand ils ne sont pas sous l'uniforme, à subir les foudres du pouvoir. Ainsi, Julia Bertrand, dite la poupée du diable, pacifiste, est arrêtée le 21 août 1914 sur dénonciation du maire de Charmois-l'Orgueilleux, où cette institutrice est en poste. Elle est révoquée en octobre de la même année. En avril 1913, dans le canton de Maillé, Charles Ligneul explique ce que doit être la libre pensée et comment se construit un libre penseur, et il termine son discours par un vibrant éloge de la fraternité qui doit unir tous les peuples et leur faire repousser toute idée de guerre, source de tant de ruines et d'effroyables massacres. En juillet 1913, au Mans, le citoyen crétois organise une conférence contre la guerre pour aboutir en novembre à une réunion unitaire contre la guerre le samedi 30 novembre, qui a eu lieu dans la salle Chalet au Mans,
et une grande réunion publique organisée contre la guerre par le Comité socialiste, la Ligue des droits de l'homme, les syndicats ouvriers et la Libre Pensée. Dans ce colloque, dans cette réunion plutôt, dans ce meeting, les citoyens Euzet, Richer, Deschamps, Crétois, Loyer y ont tous pris tour à tour la parole. Un ordre du jour se terminant par le cri « Guerre à la guerre » a été voté à l'unanimité. Nous étions en juillet 1913. À l'instar de nombreuses organisations, la Libre Pensée se préparait ainsi à l'affrontement promis si la guerre éclatait. On nous avait promis l'affrontement contre les fauteurs de guerre de notre pays. Mais l'exécution de Jean Jaurès, premier fusillé pour l'exemple, rompit la digue. Les flots de sang, ceux de nos frères, allaient couler. Pourtant, pendant la guerre, les années de séparation sont entrées dans la conscience des ouvriers et des paysans. Des instituteurs, des avocats, des journalistes, qui, dans cette conscience-là, reprendra ses droits alors qu'ils sont sous l'uniforme. L'anticléricalisme va se confondre avec l'antimilitarisme. Et en lisant par exemple la lettre de soldats, on y trouve, je cite, « Et c'est honteux de voir les officiers supérieurs à la messe tous les dimanches et entendre parler au curé que la guerre ne finira pas tant, que les hommes ne seraient pas tous revenus à la croyance dans l'Église. » Thierry Boson l'explique ainsi. Il dit « C'est sur la base du renforcement du militarisme que se développe l'offensive cléricale, le poids du militaire appelant celui du religieux. L'ensemble confère un avant-goût de réaction, une connotation d'ancien régime à la France de 1916. Parlant de la conduite des officiers, un combattant nous livre que le peuple est l'esclave d'une aristocratie qui, pour être né hier, n'en est pas moins tyrannique. Cet autre lance, lui, un retentissant « abat la guerre et ses tyrans ». La guerre, champ d'action des forces réactionnaires, devient chez les socialistes et les républicains le lieu d'un affrontement familier au carrefour de la réalité historique et de l'imaginaire collectif. Ainsi, de fait, l'action pacifiste s'engage dans une lutte qui l'oppose violemment aux groupes sociaux qui l'oppriment. L'armée et sa hiérarchie au premier chef, l'Église qui réapparaît sur le champ de bataille et à l'arrière, comme l'institution accompagnant et justifiant la guerre, mais ne combattant pas. La collusion de l'Église avec l'état-major assassin est dénoncée par le libre-penseur Robert Chardon en 1923. On peut dire qu'à travers ce type d'article, la construction antimilitariste de la libre-pensée se cherche et se construit. Robert Chardon attaque certes l'Église catholique comme de sinistres saltimbanques qui ont prostitué le Christ et qui chaque jour le reclouent sur son gibet en présentant l'éponge imbibée de fiel de leur hypocrisie, mais l'anticléricalisme, ce n'est pas simplement un réflexe primaire de dénonciation de riches cléricaux, mais bien la mise en cause d'un système où, du moindre village, le curé en chair y allait de son couplet guerrier. Dans les églises, par exemple, le meurtre avait élu asile car l'on y recueillait l'or, l'on y faisait souscrire aux emprunts qui servaient à payer les coûteux moyens des grandes hécatombes humaines. Ici, Chardon utilise le dogme de la religion qui appelle à l'amour du prochain et arme les hommes pour qu'ils s'entretuent. Antidogmatisme, anticlérical, pour finir, antimilitariste. Nous connaissons bien évidemment la censure concernant la correspondance des poilus. Si Dieu apparaît dans certaines correspondances, c'est une grande partie des lettres qui ne la mentionnent pas. Ainsi, les hypothèses pour rendre compte de ce mutisme persistant sur la dimension religieuse ne changent pas. Soit il y a absence effective de mention de ce type dans la correspondance des combattants, soit les contrôleurs des postes, enfin les censeurs, estiment qu'il s'agit de données relevant de la vie privée, soit encore, et c'est, je pense, une hypothèse vérifiable et justifiable, soit encore les contrôleurs ne veulent pas aborder un sujet potentiellement conflictuel, et notamment les débats sur la séparation des églises et de l'État, qui ne sont pas encore oubliés. Au front, effectivement, et dans les tranchées, il ne faut pas ouvrir d'autres débats. Il ne faut pas de débat politique. Il faut rester dans le silence des obus, de la souffrance, des balles, de la boue, des pleurs et des morts. Pourtant, l'effort des libres penseurs, des dirigeants de la libre pensée pour reformer les sociétés de libre pensée, pour ressortir les publications de la libre pensée, ceux-là qui ont fui la police
contourner la censure, reprennent les réflexions des débats d'avant-guerre. Si les textes sont voués aux gémonies de la censure et les auteurs à la prison, comme ce fut le cas d'André Lorulot, la recherche et la réflexion correspondaient aux écrits d'avant-guerre. Et il y a des débats qui ont survécu, notamment sur le fait d'être antimilitariste ou simplement pacifiste. Dans le congrès de 1906, que j'ai cité tout à l'heure, à Lyon, les libres penseurs écrivaient la chose suivante. Quelle doit être l'attitude d'un libre penseur en temps de guerre ? Cette question ne peut être résolue qu'en étudiant le pacifisme et l'antimilitarisme. La propagande pacifiste est un coup d'épée dans l'eau si l'on considère qu'elle est soutenue par les patriotes et même par les monarques de tous les pays. Tous les gens ayant besoin de l'armée pour maintenir leurs privilèges ne peuvent sincèrement en demander la suppression. Examinons les moyens principaux préconisés par les pacifistes pour rendre leur action efficace. Le boycottage des nations belligérantes, mais au cours des derniers conflits dont nous avons été spectateurs, guerre russo-japonaise, ou même acteurs, expédition de Madagascar, nous ne l'avons pas vu employé. La constitution d'un tribunal suprême d'arbitrage international ? Constatons la faillite du pacifisme et substituons-lui l'antimilitarisme. L'antimilitarisme n'est pas celui qui conseille de tirer ou non sur les officiers, il est tout simplement, comme son nom l'indique, celui qui est partisan de la disparition des armées. Le rapport se termine par ces mots. En conséquence et comme conclusion, considérant que seule la disparition des armées permanentes peut et doit amener le bonheur de tous les êtres humains, prenant exemple sur le capitalisme qui, dans sa classe, ne se reconnaît pas d'ennemi au-delà des frontières, nous déclarons que le libre penseur doit refuser de faire la guerre. Le débat de 1906, qui est intéressant, entre les militants pacifistes et les militants militaristes, ne fut jamais tranché au sein de la libre pensée. Encore aujourd'hui, on peut dire que deux courants existent, coexistent, et ce sont, je dirais, les situations qui nous appellent à réfléchir puis à prendre position. Lors de la Première Guerre mondiale, il fut de même. Mais parce que le pays était en guerre, c'est l'antimilitarisme qui a dominé les débats. Il fallut attendre 1917, date de republication de l'idée libre, où d'abord les libres-penseurs usèrent de ruses en publiant notamment des poèmes pacifistes, puis enfin quelques brochures, notamment celle d'Émile Noël en décembre 1917, qui s'intitule « La guerre, faillite de Dieu et des religions », où il y établit le fait que l'Autriche, très catholique, la France, officieuse, catholique dans la majorité des croyants, comme l'Italie, officielle, et aussi la Belgique, font appel à l'aide de Dieu pour obtenir la victoire, tandis que l'Allemagne, officiellement protestante, par la voix et les prières de son empereur, en appelle à un Dieu plus ancien pour obtenir le même résultat. Et il dit « Quel gabegie ! Il serait risible si les temps ne s'étaient pas chargés d'abomination de voir l'association hybride des religions ennemies. Car de tout temps, du jour où elles naquirent, sous la volonté d'individus faillibles et sans mandat, les religions furent rivales dans la pratique de leur culte. La seule chose qui ne les différencia jamais, le crime. » Vous allez me dire, belle tirade anticléricale. Mais ne s'agit-il que de cela ? Émile Noël poursuit. C'est ce Dieu que les conseillers généraux de Loire-Inférieure, dans leur session d'avril 1917, voudraient qu'on invoque. Après 3 années de guerre, et quelle guerre, ces messieurs bien-pensants, ces galonnés, demandent à ce que le peuple français, par délégation de son gouvernement, dans les actes officiels et publics, en appelle à la puissance et au secours de Dieu. Et dénonçant les fauteurs de guerre, Émile Noël lance à ses citoyens sous l'uniforme et aux soldats « Eux sont à l'arrière, la guerre est à l'avant ». Et comme un programme de reconquête d'une laïcité perdue, et pas simplement mis entre parenthèses, il souligne « Ce n'est pas écrire avec haine de dire que depuis la guerre, l'élément révolutionnairement anti-laïque s'est multiplié. » L'essence donc de la libre pensée, chers amis, chers camarades, est de combattre les dogmes, les cléricalismes, le militarisme et l'exploitation de l'homme par l'homme. Si la guerre n'est pas seulement un acte politique, mais encore un véritable instrument de la politique, une continuation des transactions de celle-ci, une suite que l'on donne par d'autres moyens, comme le dit Clausewitz, alors il nous revient de ne pas accepter cette continuation, de rompre le rang, de dire non. C'est le sens du monument que nous érigerons pour la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Le progrès ne peut s'arrêter tant qu'il reste à l'être sa raison, son esprit critique. Aujourd'hui,
En 2015, les bombes massacrent, les fanatiques tuent. L'infamie perce et laisse des trous. Pourtant, calé dans la boue de la tranchée, ce poilu nous parle encore. Les perdants ont une voix, ils s'en servent. Et que dit ce poilu? Il dit « Demandez à son opinion à notre cher monsieur le curé, et dites-lui de ma part que le poilu Brison, car c'en est un, a dit tout haut ce que tout le monde, ou la majeure partie pense tout bas, oui, la victoire par la paix. » Je vous remercie.